Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Mac de l'Hérault qui change de formule. La crise sanitaire est passée par là et de nombreux événements ont été annulés. Désormais, l'émission sera entièrement consacrée à des interviews et à des rencontres surprenantes, autrement dit à ceux qui font l'actualité. À chaque numéro, je vais donc interviewer, comme c'était le cas avant, des personnalités qui représentent à leur manière ce département de l'Hérault. Alors ce ne sera peut-être pas des personnalités politiques, mais ce sera surtout des personnes de l'ombre et du quotidien. Et bien sûr, celle qui va inaugurer cette nouvelle formule en fait partie. Elle est à la tête de l'une des deux prisons de l'Hérault. En septembre 2019, Franca Anani est devenue la nouvelle directrice du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maglones, un poste à responsabilité qu'elle connaît bien. Nous avons exceptionnellement pu rentrer dans cette prison qui est souvent montrée du doigt pour sa mauvaise réputation. Elle nous en parlera. Elle évoquera aussi le bilan de ses 11 mois en tant que directrice, mais également ses projets. Et puis elle nous donnera son avis sur les différentes mesures de l'ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et bien sûr sur le nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Franca Anani est notre invitée et elle nous accorde un long entretien. Bonjour Madame Anani. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview et de m'accueillir ici dans votre bureau à la prison de Villeneuve-les-Maglones. Alors durant cette interview, on va bien sûr parler de vous, mais aussi du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maglones, dont vous êtes la directrice, et un peu plus généralement de l'administration pénitentiaire et des différentes mesures qui ont été mises en place. Première question, comment allez-vous? Écoutez, très bien. Je vous pose cette question parce que directrice d'établissement pénitentiaire, c'est un métier pas comme les autres, n'est-ce pas? Oui, c'est un métier exceptionnel, dans un milieu exceptionnel. On va faire un petit résumé de votre carrière au sein de la pénitentiaire. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous avez débuté en 1997 en tant que conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au centre pénitentiaire de Bapaume, et en 2000 vous avez été affecté à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, toujours au même poste. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un conseiller d'insertion et de probation? Un conseiller d'insertion et de probation, donc les missions générales, c'est des missions de prévention de la récidive, d'individualisation de la peine, maintien des liens familiaux. Donc c'est un suivi, c'est de l'accompagnement des personnes détenues de manière générale. C'est un métier qui peut s'exercer aussi bien en milieu fermé, donc dans une prison, qu'au niveau de ce qu'on appelle les milieux ouverts, les services pénitentiaires d'insertion et de probation ouverts, puisque vous avez à la fois des personnes qui sont écrouées, donc qui sont véritablement présentes dans un établissement, hébergées dans un établissement pénitentiaire, et vous avez à peu près 150 000 personnes qui sont suivies en milieu ouvert, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve et de toutes les autres mesures. Donc le conseil d'insertion et de probation recouvre véritablement du suivi individualisé de personnes placées sous main de justice. En 2004, vous prenez un virage un peu à 180 degrés en passant le concours pour devenir directrice. Vous entrez donc à l'École nationale d'administration pénitentiaire pour suivre une formation de 2 ans, une formation que vous réussissez. En 2006, vous êtes affecté à l'administration centrale au bureau des relations sociales. Vous avez ensuite été en 2008 directrice des ressources humaines à la maison d'arrêt de Paris-La Santé. En janvier 2012, vous êtes directrice adjointe à la maison d'arrêt de Lyon-Corba. En décembre 2016, vous prenez la direction du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Et bien sûr, depuis le 1er septembre 2019, vous êtes la directrice du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maglones. Oui. Vous connaissez donc très bien ce métier de directrice. Qu'est-ce que cela fait d'être une femme directrice d'un établissement pénitentiaire? Je parle au niveau des relations avec le personnel pénitentiaire et les détenus. Qu'est-ce qu'une femme a comme valeur ajoutée par rapport à un homme au niveau de ce poste-là? Je ne situerai pas le débat sur être un homme, une femme, un directeur, une directrice. Je ne crois pas que le débat se situe là, il se situe dans les compétences dont on peut disposer et du style de management. Vous avez des hommes qui ont une fibre qui est assez complète, et une palette assez complète de management, d'autres qui en ont moins, et vous avez des femmes qui présentent les mêmes caractéristiques. Donc, c'est pas lié à être femme ou homme, finalement, je pense véritablement que chacun apporte son style managérial et ses compétences, avec ses convictions, son engagement et ses projets, dès lors qu'il prend la tête d'une structure.
Quel bilan vous faites pour l'instant de ces 11 mois en tant que directrice? Au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Méguelones, c'est passionnant. Passionnant parce que c'est un établissement qui présente une richesse en termes de projets. Bon, je trouve que les personnels sont prêts effectivement à porter, à moderniser à la fois leur métier et à moderniser la prise en charge de la population pénale. Parce qu'on est au XXIe siècle, très simplement. Et effectivement, j'accompagne effectivement cette démarche parce que c'est un établissement où les agents sont volontaires, ils ont une vision de leur structure et moi je suis juste un élément de facilitation pour cette nécessaire modernisation. Est-ce que la prison de Villeneuve a quelque chose de différent par rapport aux autres établissements que vous avez dirigés? Non, non. Chaque structure est différente de par son architecture, sa position géographique, la sociologie des personnes détenues qu'on peut accueillir. Mais en soi, elle n'est pas différente. Elle a des caractéristiques, voilà. Elle a des points de force. Les douches en cellule, ici, c'est quand même un vrai plus, un atout pour l'établissement, ce qui est loin d'être le cas dans de nombreux établissements encore aujourd'hui. Donc moi, je trouve que c'est un atout. Il y a une médecine de garde. Là aussi, je trouve que c'est véritablement un confort de travail pour tous les agents. Dès lors qu'il y a des problématiques de santé, donc vous avez véritablement un suivi extrêmement précis des personnes détenues. Donc là aussi, c'est un plus que je n'ai pas vu dans d'autres établissements. Donc il y a des avantages. Et il y a aussi la nécessité, me semble-t-il, encore une fois, de faire évoluer cette structure sur une prise en charge modernisée de la population pénale et qui va donc de facto avec la nécessaire modernisation des métiers. Une question un peu technique maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou expliquer à ceux qui ne savent pas la différence entre un centre pénitentiaire, une maison d'arrêt et un établissement pour peine? D'accord. Un centre pénitentiaire, vous avez plusieurs régimes de détention en fait. Ici, à Villeneuve-les-Méguelones, c'est un centre pénitentiaire parce que vous avez tout simplement un quartier de semi-liberté rattaché au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Méguelones qui se situe en centre-ville. Et nous avons également un quartier mineur. Donc tout ça fait un centre pénitentiaire parce que vous avez des majeurs, des mineurs et un quartier de semi-liberté. Donc dès lors que vous avez plusieurs régimes de détention, plusieurs catégories de personnes détenues, vous avez un centre pénitentiaire. Alors certains établissements comme Fleury-Mérogis, c'est une maison d'arrêt, c'est la plus grosse prison européenne qui se situe en région parisienne. C'est juste une maison d'arrêt, d'accord? Un centre pénitentiaire pour une structure, c'est une richesse parce que vous pouvez aussi jouer parfois sur des passages de personnes détenues sur un régime ou un autre. Exemple, j'ai travaillé au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand avant de prendre mes fonctions au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Méguelones. J'avais à la fois une maison d'arrêt et un centre de détention. Donc vous avez les personnes, dès lors qu'elles étaient condamnées définitives, elles pouvaient glisser en centre de détention, ce qui est extrêmement intéressant en termes de parcours de détention. Alors, Villeneuve-les-Méguelones est souvent montré du doigt pour sa réputation. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé en novembre 2018. C'est le témoignage d'un détenu qui fait, on va dire, un peu froid dans le dos quant au fonctionnement décrit de la prison de Villeneuve-les-Méguelones. Propos recueillis par France Bleu Héros suite à une saisie de près de 2 kg de résine de cannabis. 3 détenus et un surveillant avaient été interpellés. Je vais vous lire son témoignage. C'est vraiment une prison assez spéciale où le laxisme est roi et géré par des petits gamins de cité, de banlieue qui ont organisé leur trafic comme s'ils organisaient leur cité. La plaquette de shit se vend 450 € ici, alors qu'à l'extérieur elle vaut 200. Il y a un gros business qui s'est mis en place, que ce soit cocaïne, shit, MDMA et ainsi de suite. Vous trouvez tout ce que vous voulez ici si vous avez de l'argent. Les surveillants, c'est leurs potes, leurs copains. Ils sont un peu soumis au caïd de ces gamins qui vont de 20 à 25 ans. Moi, je pense que 50% des surveillants sont impliqués dans le trafic. Et le problème, c'est que vu le salaire des surveillants, 1800 €, je dirais qu'ils peuvent gagner facilement des 200 à 300 € par jour. Et vu les représailles, ils ont choisi leur camp. Ce sont des paroles très fortes, très dures et bien évidemment invérifiables. Comment réagissez-vous à ce témoignage et surtout, comment faites-vous pour essayer de redonner une belle image, si je puis dire, à Villeneuve-les-Méguelones? Alors, les paroles n'engagent que ceux qui les prononcent. Voilà. Moi, vraiment, je pense que
La prison est encore un milieu bien souvent méconnu. Dès lors qu'il est méconnu, il est fantasmé. Et effectivement, la société devient attentive, la société civile, j'entends, devient attentive à ce genre de déclaration. Moi, j'ai envie de vous dire, ma politique est d'ouvrir les portes de la prison. Donc nous sommes une administration extrêmement contrôlée. Nous avons des visites obligatoires de magistrats, nous avons de nombreuses visites de députés et de sénateurs, mais je crois qu'il faut élargir ce mouvement aux citoyens pour qu'ils puissent mesurer effectivement ce qu'est un établissement pénitentiaire, ce que signifie la peine, ce qui signifie le sens de la peine, les difficultés, les marges de progression, mais bon, ce discours est caricatural pour ne pas dire autre chose. Nous avons au contraire une évolution des surveillants sur véritablement des missions de sécurité publique. D'ailleurs, l'administration pénitentiaire est la troisième force de sécurité publique après la police et la gendarmerie. Les agents sont assermentés. Aujourd'hui, ils exécutent des missions d'ordre public puisqu'ils assurent les extractions judiciaires, comme le faisaient d'ailleurs les policiers et les gendarmes. Bientôt, il y aura les équipes locales de sécurité pénitentiaire. Donc, il y a une professionnalisation extrêmement forte des surveillants, un engagement et une application sans faille. J'en veux pour preuve la gestion du Covid, où effectivement l'administration pénitentiaire était extrêmement peu citée dans la liste des personnels qui travaillaient pendant une période sensible. Moi, 20 ans derrière les barreaux me font plutôt dire que j'ai beaucoup d'engagement, de conviction, de spécialistes, parce qu'il faut dire ce qui est, de personnel qui deviennent spécialistes de la prise en charge de la maladie, parce que nous avons beaucoup de détenus qui présentent des problèmes psychiatriques, ça on en parle très peu. Et donc je veux plutôt vous donner et vous présenter de manière objective cette vision-là, plutôt que de me confronter à une caricature, caricature de déclaration d'un individu qui a toute la liberté de dire ce qu'il veut, mais qui, à mon sens, ne représente absolument pas la réalité. Vous avez parlé du Covid-19, de la oui. crise du Covid-19, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Mais juste avant, les prisons sont souvent considérées comme un lieu de radicalisation. Oui. On parle même de terreau de l'extrémisme. Est-ce que vous pensez cela? Et y a-t-il un moyen de lutter contre la radicalisation en prison? Alors j'aime beaucoup votre expression, le terreau du radicalisme, parce que dès lors que vous parlez de terreau, moi je parle de racines. Et quand je parle de racines, je considère que les racines sont dans la société, ce n'est pas dans la prison. La question de la radicalisation est une question extrêmement complexe qui se pose à l'échelle internationale, vous le savez, et qui prend ses fondations au-delà de la prison, qui est juste une caisse de résonance de la société. Donc dire que la radicalisation prend véritablement son origine en prison, je trouve que c'est partial, et donc faux en partie, dans la mesure où quand on regarde le parcours de ceux qui ont été radicalisés, on se rend bien compte que beaucoup aussi ne sont pas passés par la case prison. Donc à mon avis, il faut élargir la réflexion au-delà pour donner une réponse efficace à un phénomène qui dépassait très largement une institution comme la prison. S'ils sont déjà radicalisés, comment faites-vous pour les déradicaliser? Comment est-ce qu'ils sont placés à l'isolement, par exemple? Non, il n'y a pas ce type de prise en charge, ça peut, mais il n'y a pas que ça. Je pense que la question de la radicalisation n'est pas la réponse de l'administration pénitentiaire. Elle doit être pensée dans une société, dans un état de droit dans son ensemble, et donc cette réflexion, elle doit dépasser même le ministère de la Justice. Et dès lors qu'on aura traité des phénomènes d'extrémisme, de rupture, de discours de rupture qui peuvent exister à l'extérieur sans amener à des actes d'infraction, dès lors qu'on aura peut-être redéfini ce que doit être une école, ce que doit être une famille peut-être dans son fonctionnement dans un état de droit, dès lors qu'on aura effectivement résolu ces sujets-là, je pense qu'on aura répondu en partie aux sources de la difficulté. Mais ça ne peut pas être, encore une fois, la seule réponse de l'administration pénitentiaire. Nous recevons des publics qui ont commis des actes, des passages à l'acte, et bien évidemment, ils s'inscrivent dans un parcours. Nous avons des programmes, on a une structuration du renseignement pénitentiaire, il y a plein d'actions comme ça qui se mettent en place, qui s'additionnent pour effectivement amener des personnes à se désengager.
Mais on demande quand même à l'administration pénitentiaire une mission quand même essentielle dans un lieu le plus extrême possible que représente la prison. Donc il faut qu'il y ait une action pour ces publics-là qui sont passés à l'acte, mais il faut aussi que cette action soit coordonnée avec le milieu ouvert au sens large. En 2017, l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a créé 3 quartiers d'évaluation de la radicalisation. Quel est le but de ces quartiers et est-ce que le dispositif fonctionne aujourd'hui? Oui, ça fonctionne. Il faut multiplier. Moi, je pense qu'il faut multiplier l'ensemble des outils qui peuvent nous permettre d'infléchir des trajectoires, de renforcer une évaluation la plus précise possible pour mettre à côté une réponse, des programmes d'action. Mais on voit bien que sur cette question-là, nous avons énormément de réponses, de nombreuses réponses, et c'est très bien pour caler la réponse qui paraît la plus efficace par rapport à des profils. Alors, tous les profils sont différents quand on parle de radicalisation. En fait, il faut vraiment distinguer tout un panel d'individus ou de comportements qui ne sont pas comparables. Vous en avez qui sont extrêmement ancrés, voilà. Vous en avez d'autres qui présentent un terrain de vulnérabilité. Donc, je crois qu'il faut affiner les réponses et tous les outils qui nous permettent d'affiner l'évaluation, à mon sens, présenteront une efficacité plus grande. Vous, de votre côté, quelles pistes, quelles mesures aimeriez-vous mettre en place dans votre établissement pour faire face à la radicalisation? Alors moi, tout au long de mon parcours, j'ai pu aussi... la tranche qui m'intéresse le plus, en fait, c'est les personnes détenues qui présentent des fragilités et qui peuvent se montrer perméables à certains discours de rupture. J'ai envie de vous expliquer ce qui a été mis en place au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Donc j'ai porté cette action-là, où effectivement on a organisé une permission de sortir sur une journée qui a concerné 10 détenus, voilà, qu'on a choisi, et qui pendant une journée ont pu confronter leurs idées, leurs représentations au milieu qu'ils ont visité, parce que dans une seule et même journée, ils ont visité un temple, une église, une mosquée, une synagogue, en présence de l'ensemble des aumôniers, de l'ensemble des confessions dans chaque site. Et en fait, tous les aumôniers sur chaque site ont mis de la cohérence, ont remis des points historiques, ils ont expliqué l'histoire, l'architecture, plein de choses. Et du coup, on sent dès lors qu'on transmet du savoir, qu'on explique, et qu'on donne de la complexité à l'aspect religieux, aux faits religieux, on sème comme ça des graines qui, à mon sens, peuvent être extrêmement intéressantes. Et cette journée donc, de visite d'établissement de culte a été suivie par une journée sur la laïcité qui a été faite par le responsable local d'enseignement pour expliquer qu'est-ce que signifie la laïcité en France. Donc on trouvait que c'était extrêmement complexe. L'ensemble de ces détenus présents, l'ensemble des aumôneries. Et moi, pour ma part, j'ai pu observer à travers cette action qu'on a effectivement renouvelée au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, quelque chose qui bouge, des lignes qui bougent, et qu'on a semé, voilà, une réflexion portée par des individus qui sont susceptibles de la porter à d'autres individus. Et moi, je crois beaucoup en ces actions positives qui restituent une forme de justesse par rapport à certains discours de rupture. Vu que nous parlons des détenus radicalisés, donc dangereux, quel est le suivi d'un détenu dangereux sorti de prison? Par exemple, comment se passe sa réinsertion sociale? Alors là, vous avez ce que vous avez indiqué tout à l'heure, le service pénitentiaire d'insertion de probation qui assure un suivi dès lors qu'une personne a une mise à l'épreuve, des obligations de travailler, de se soigner, comme toute autre mise à l'épreuve. Donc vous avez le SPIP, vous avez beaucoup de partenaires autour du SPIP aussi, qui vont les accompagner pour l'hébergement, si l'hébergement est un sujet, enfin voilà. Vous avez un large maillage avec la préfecture, le SPIP, énormément de partenaires pour prendre en charge ce public, comme d'autres publics d'ailleurs qui sont sans domicile fixe, etc. Donc il faut le savoir, ce maillage social, économique n'est pas spécialement pour les détenus radicalisés, c'est pas vrai. Il existe déjà, de facto, pour toute personne qui nécessite un suivi, pour X raisons, à l'extérieur, pour éviter la réitération d'un passage à l'acte. Et est-ce que du coup, on prend plus attention aux détenus dangereux qui sont sortis, on fait plus attention à leur réinsertion sociale? Ils sont plus accompagnés, voilà. Ils sont plus accompagnés, mais comme d'autres, ceux qui sont violents, on parle beaucoup des violences conjugales, et effectivement ils font l'objet d'un suivi régulier, ils sont convoqués par exemple chaque semaine par le SPIP, il y a un suivi médical, ils doivent justifier d'avoir vu leur psychologue.
Il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Donc notre système pénal, notre système de réinsertion au sens large du terme, est quand même bien fait, quels que soient les individus. Alors aujourd'hui, c'est la radicalisation. Il y a aussi les violences conjugales, et demain peut-être qu'on aura une autre forme de focus sur une forme de délinquance particulière où on va encore se poser, on ne va pas créer indéfiniment des dispositifs, ils sont là les dispositifs, il faut juste qu'ils soient mis en application et paramétrés aux individus qui peuvent présenter une dangerosité. Est-ce que ici, à Villeneuve, vous avez des détenus particulièrement surveillés, par exemple des terroristes ou des personnes du grand banditisme? Comment ils sont gérés? Le mieux possible est toujours avec effectivement la vision réinsertion. Alors c'est pas des monstres, hein, voilà, ils sont dans une prison et doivent répondre d'un acte. Alors soit parce qu'ils sont en attente d'un jugement, soit parce qu'ils ont été condamnés, que leur acte, quelque part, leur culpabilité a été mise en évidence. Donc ces individus ensuite ont vocation déjà dès lors qu'ils ont un quantum de peine important, à être affectés dans des établissements adaptés, parce que je rappelle que le centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelones est une maison d'arrêt. Donc ce n'est pas un établissement pour peine en tant que tel. Donc ces individus, dans l'attente d'un départ, effectivement, peuvent travailler, peuvent aller à l'école, peuvent faire l'objet d'un suivi médical. Donc ça ne s'arrête pas, donc ils s'adaptent au fonctionnement. Il faut vivre une prison comme une société en fait, où vous avez le soin, vous avez le travail, vous avez les activités socioculturelles, vous avez l'accès à l'aumônerie, à l'école, etc. Et tout ça, ça s'organise autour de ces personnes dès lors qu'elles sont volontaires, pour qu'effectivement elles puissent réfléchir quelque part. C'est ça en France, la peine d'enfermement, réfléchir à leur acte et évoluer positivement. Est-ce que vous en avez beaucoup, je reviens sur ma question d'avant, est-ce que vous en avez beaucoup par exemple, des détenus particulièrement surveillés ici à Villeneuve? Alors les DPS, il faut faire attention parce que ces DPS est une notion extrêmement utilisée en société de manière générale, mais qui recouvre une réalité complètement fantasmée. On a de dangereux DPS en détention, et en fait non, ce sont des individus qui ont des statuts, d'accord, qui ont une fiche pénale, qui ont commis des faits, et ensuite le statut qu'on peut leur donner, effectivement, peut amener à des mesures particulières en termes de prise en charge de sécurité, DPS, oui, il y en a, pas ici en particulier, mais avec des fiches pénales ou des actes qui présentent une certaine gravité. Depuis avril 2017, il existe un service national de renseignement pénitentiaire, on en a parlé. À quoi sert-il? Quelle est sa mission? À structurer le renseignement pénitentiaire, tout simplement. Il faut savoir qu'avant les faits qui a traversé la France en termes de terrorisme, le renseignement existait en prison. Il n'est pas tombé du ciel, il existait, mais il n'était pas structuré comme pouvait l'être le renseignement au niveau de la police, de la gendarmerie, etc. Et en fait, les actes de terrorisme commis en France, avec l'étude des parcours des terroristes, etc., ont amené à avoir un focus sur le renseignement de l'administration pénitentiaire qui a été d'une certaine manière structuré, formalisé, avec les mêmes règles que le renseignement police ou gendarmerie, avec un rattachement effectivement confidentiel défense, service national de renseignement pénitentiaire, avec plein de règles qui sont assez identiques au renseignement donc police et gendarmerie, pour effectivement le formaliser, lui donner une existence plus structurée. On l'a vu, la gestion de la crise sanitaire a été parfois compliquée dans certaines prisons. Plusieurs débordements ont eu lieu, et le fait qu'il y ait une surpopulation carcérale n'arrange peut-être pas les choses. Le 21 mars à Béziers, quelques dizaines de détenus avaient refusé de réintégrer leurs cellules à l'issue des promenades. De plus, les parloirs ont été supprimés pour cause de Covid, donc le seul lien vers l'extérieur pour les détenus a été supprimé. Comment avez-vous géré cette crise ici à Villeneuve? Très bien. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Moi, je trouve que ce virus a entraîné, c'est vraiment inédit, historique, ce qu'on a vécu au plan national, mais dans les prisons, ça a été quand même assez exceptionnel. Et je pense qu'il y a eu une communauté au sens large de détenus, de personnel, tout corps, tout grade confondu, égale face à un risque majeur, le virus.
Et il y a eu une espèce d'équilibre intelligent, une intelligence collective voilà, qui s'est mise en place où effectivement les personnes détenues ont eu ici un comportement extrêmement adapté et des personnels également, un accompagnement dans un sens du service public assez exceptionnel. Je pense que les agents dans cet établissement ont une relation particulière avec les personnes détenues. Il y a un bon niveau de communication. Cette confiance, parce qu'il y a aussi une forme de confiance qui s'est mise en place, hein, il ne faut pas avoir peur des mots, a permis sans doute de traverser cette crise dans les meilleures conditions possibles. Et moi, je relève que les bénéfices de cette crise se poursuivent maintenant. Hein. On est extrêmement peu impacté par les incidents dans cet établissement de manière générale. Donc c'est bien que dans cet établissement, il y a effectivement une forme d'apaisement général qui est juste exacerbée quelque part en période de crise, parce que la crise est un révélateur dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc oui, moi je trouve que la crise a été véritablement un moment exceptionnel dans cet établissement. L'ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait annoncé qu'il y aurait des remises en liberté suite à la crise du Covid. Début avril, elle a annoncé qu'il y avait 8000 détenus en moins dans les prisons françaises. Ce chiffre a dû augmenter depuis certainement. Des libérations qui ont fait polémique. Quelle était la condition, les critères pour une éventuelle libération? Les conditions étaient extrêmement strictes. Vous avez deux biais. Vous avez le premier biais, ou la première disposition, qui a consisté à accélérer des libérations des personnes qui étaient déjà en fin de peine, vraiment en fin de peine. Et dès lors qu'elles étaient à moins de 2 mois, par exemple, elles étaient assignées à résidence dans leur maison. Donc elles exécutaient une peine à la maison. C'est pas du tout nouveau, hein. Enfin, ça existe depuis 1997 et ça s'appelle le placement sous surveillance électronique. Sauf que là, il n'y avait pas la surveillance électronique, mais elles étaient assignées chez elles. Vous avez la deuxième série de dispositions qui a consisté effectivement à accorder des remises de peine exceptionnelles de l'ordre de 2-3 mois, voilà, pour les personnes qui adoptaient un bon comportement pendant cette période un peu compliquée. Et dès lors qu'elles les avaient, soit elles étaient libérées tout de suite, soit elles retombaient dans le vivier de ceux qui étaient à 2 mois de leur fin de peine. Donc tout cela, effectivement, a conduit à libérer un certain nombre de personnes qui, me semble-t-il, alors contrairement à ce que j'ai pu lire, c'était pas des libérations complètement irréfléchies, sauvages, qui mettaient en danger la société. Non, de toute manière, ces personnes-là étaient libérées dans un avenir très très proche. Et les gardés en prison pouvaient effectivement interroger, compte tenu de la crise qu'on traversait, qu'elle soit d'ordre d'ailleurs sanitaire que sécuritaire. Garder des personnes pour lesquelles il n'y a plus de parloir, plus de travail, plus rien, ça peut effectivement interroger sur le sens de la peine. Combien de détenus ici à Villeneuve ont été libérés? En assignation à résidence, on doit être à 37 à peu près. Donc pour vous, il fallait les libérer ou les assigner à résidence, oui. Ces détenus-là? Oui, mais je trouve que cette réflexion-là devrait dépasser la crise sanitaire en fait. Il faut vraiment se poser et à un moment donné s'interroger sur le sens de la peine. Et je pense qu'indépendamment donc de cette crise, le phénomène de surpopulation, des courtes peines, etc., ça peut à mon avis se régler indépendamment de la crise. Donc oui, c'était nécessaire à mon sens. Le taux de surpopulation carcérale en France est donc passé de 120% environ à 107%. Pour ce qui est de Villeneuve, si je ne me trompe pas, vous êtes passé d'environ 900 détenus pour 600 places à 700 détenus pour toujours 600 places. Est-ce que ça a été un soulagement? Je ne dirais pas que c'est un soulagement. Je trouve qu'on est en adéquation avec des règles, qu'elles soient européennes ou nationales ou internationales même, qui dit que dès lors que vous êtes écroué, vous avez par exemple le droit d'avoir un encellulement individuel, des conditions de détention dignes. Donc je trouve qu'on arrivait à une forme de cohérence dans l'application des textes, dans le traitement des personnes effectivement qui sont écrouées en attente de jugement ou en exécution d'une courte peine de prison. Donc je trouve que c'est juste une remise à niveau. Puisque nous parlons de surpopulation carcérale, je vais évoquer la réforme pénale de l'ancienne ministre de la Justice Nicole Belloubet. Elle a proposé une refonte des sanctions pénales, une nouvelle échelle des peines, plus de travaux d'intérêt général, plus de bracelets électroniques, d'amendes, etc. Tout cela pour faire face donc à la surpopulation carcérale.
Selon elle, toute infraction doit avoir une sanction, mais cette sanction doit être adaptée à la nature de l'infraction. Il faut donc des peines adaptées. C'est une sorte d'individualisation de la peine et une alternative aussi à la prison pour les courtes peines, ce que prônait Christiane Taubira à l'époque. À titre d'exemple, une peine de moins de 6 mois sera effectuée hors prison, sous bracelet électronique. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la prison serait peut-être pour certaines personnes une mauvaise chose et qu'il faudrait plutôt trouver une autre sanction? Oui, mais j'en suis convaincue. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le système pénal français repose depuis le 19e siècle sur le fait qu'une peine, c'est forcément l'enfermement. Il faut qu'il y ait une visibilité finalement à la peine. Ce paradigme existe depuis le 19e siècle. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un moment clé où on peut considérer qu'une personne peut être sanctionnée et punie sous d'autres modalités que l'enfermement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peine. On peut avoir un placement sur surveillance électronique à domicile, par exemple, et le supporter très difficilement. C'est extrêmement complexe, un PSE dans l'arrêté. Et c'est ce changement de mentalité qui doit effectivement être accéléré par cette disposition et provoquer un changement de mentalité sur le sens de la peine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner de peine d'enfermement pour les faits les plus graves, ce n'est pas le sujet, mais vraiment d'exploiter l'extrême richesse des textes qui prévoient des alternatives, des aménagements, la détention provisoire. Je vous donne l'exemple de la détention provisoire. La détention provisoire, alors les personnes sont écrouées dans l'attente de leur jugement. Pour les besoins de l'enquête, on considère qu'il vaut mieux qu'elles soient en prison pour ne pas qu'il y ait par exemple de subordination de témoins, qu'il n'y ait pas de disparition de preuves, etc. etc. Tous les faits, effectivement, à mon sens, ne doivent pas conduire à une détention provisoire quand ils sont clairement établis. Dès lors, vous avez le contrôle judiciaire qui est appliqué, et vous avez aussi l'ARSE, l'assignation à résidence ou surveillance électronique, en lieu et place de la détention provisoire. L'ARSE est extrêmement peu utilisé. Donc peut-être qu'il faut pour certains faits, dès lors qu'ils sont reconnus, qu'ils sont clairement établis, etc., aller sur cet élément-là et éviter peut-être des détentions provisoires longue, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui dénonce fréquemment le fait qu'en France, les détentions provisoires, la durée des détentions provisoires sont extrêmement longues. Une personne qui peut attendre son jugement pendant 4 ans, alors qu'elle est présumée innocente. Donc voilà, il y a une interrogation par rapport à tout ça, et vous avez à côté tout un panel qui peut effectivement permettre de résoudre, me semble-t-il, ces difficultés. En janvier 2018, une grande crise des prisons avait eu lieu suite à une agression à la prison de Vendin-le-Vieil. De nombreux surveillants ont manifesté devant les prisons pour dénoncer le manque de sécurité, mais pas que. Le plan prison de l'ancienne ministre de la Justice prévoit de renforcer la sécurité des prisons, par le biais notamment du renseignement pénitentiaire. Est-ce que vous comprenez le mécontentement des surveillants pénitentiaires qui demandent plus de moyens pour travailler dans de meilleures conditions ? Oui, la question des moyens, est toujours posée. Il faut continuer à moderniser le parc immobilier, donner effectivement aux agents les moyens de fonctionner. Si je peux comprendre le mécontentement, je ne comprends pas toujours les modalités d'expression du mécontentement. Voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point, encore une fois, je pense que les moyens de fonctionner, alors, au sens large, encore une fois, doivent être posés au plan de manière un peu plus générale que le monde administration pénitentiaire et justice. Je vous donne l'exemple aujourd'hui, le constat est posé, et nous-mêmes, on subit aussi cette évolution. Nous prenons en charge beaucoup de personnes détenues psychiatriques. Dans les années 60, vous avez eu la fermeture de beaucoup d'établissements psychiatriques, de lits, voilà, on parle de lits, pour une raison très simple, je vous la fais un peu schématique, on a considéré que les patients devaient être gérés au contact de la société et non pas à côté de la société pour permettre aussi qu'ils puissent évoluer positivement. Or, ces personnes-là, beaucoup se sont retrouvées en prison parce que ce sont des personnes qui ont un suivi mais qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre de facto. Je vous fais schématique aussi. Et force est de constater que nous avons beaucoup aujourd'hui de personnes qui présentent des troubles. Demander des moyens supplémentaires, effectivement, on a une unité sanitaire, des psychiatres, il y en a.
Mais je pense que cette réflexion doit être beaucoup plus généraliste, peut-être en repensant le nombre de lits à l'extérieur, peut-être en créant, vraiment en étoffant le parc psychiatrique pour éviter que des gens, ce type de profil, alors je ne dis pas qu'on n'en aura pas parce qu'on peut commettre des infractions, mais peut-être qu'on observera peut-être une réalité différente pour nous concernant la prise en charge de cette frange de personnes qui ne sait même pas d'ailleurs, qui ne se rend pas compte par la maladie qu'elle se trouve en prison. On sait que cette profession de surveillant pénitentiaire n'attire pas grand monde car c'est un métier difficile. Comment est-ce qu'on rassure le personnel pénitentiaire et les futurs recrues quand on fait face à une crise comme celle de 2018 par exemple? Non, je pense que ça n'a rien à voir. Dès lors moi je vous invite vraiment à lire les derniers articles dans certains médias. Où vraiment, sur Midi Libre, si j'ai le droit de le citer, où vous avez 3 témoignages de 3 surveillants dans le cadre de la campagne de recrutement, puisque nous recrutons 1000 personnes, donc l'administration recrute. Je vous invite vraiment à voir leurs témoignages. Leur témoignage, ce n'est pas le misérabilisme et encore moins la victimisation, c'est plutôt de l'engagement, de l'implication. Ils disent que leur métier est riche, qu'ils ne se voient pas exercer un autre métier. Et vraiment, je souhaite indiquer que pour ceux qui pourraient effectivement avoir une hésitation, de se renseigner, parce qu'aujourd'hui, l'administration pénitentiaire crée des services. Alors, par exemple, à Dijon, une unité de promotion des métiers pénitentiaires, de se renseigner sur ce métier parce que les représentations sont fortes, elles sont véhiculées encore aujourd'hui par les médias, mais elles sont extrêmement partielles et fausses. Donc il ne faudrait pas passer à côté de métiers extrêmement riches de réinsertion, de prévention de la récidive, avec une sécurité de l'emploi. Parce que je rappelle que l'administration pénitentiaire, c'est la fonction publique d'État. Nous recrutons et véritablement il y a un panel de métiers qui méritent d'être connus et j'irais même plus loin, reconnus. Le plan prison comprenait aussi la revalorisation du personnel avec des créations d'emplois et des indemnités que vont percevoir les surveillants. Tout cela pour prendre en considération la spécificité et les conditions d'exercice des surveillants pénitentiaires. Au total, 32 millions d'euros devraient donc être débloqués pour revaloriser les primes. Pensez-vous que c'est assez alors que les syndicats demandaient plus et surtout ils demandent le passage du statut de surveillant en catégorie B pour être l'équivalent de policier? Oui, alors c'est une question extrêmement technique. Moi, j'ai pas de jugement à porter, j'ai pas d'appréciation à porter à ça. Je souhaite juste dire qu'il faut que les métiers soient reconnus à leur juste valeur. Voilà. Au niveau de l'administration pénitentiaire, il y a des compétences. Il faut juste que ces compétences soient reconnues. Alors on dit B, pas B, prime, pas prime, etc. Je crois que ces débats-là, je les laisse à un autre niveau de négociation. Je dis juste que les métiers sont complexes, exigeants, qui sont nobles. Ce sont des métiers extrêmement nobles. Je trouve que les évolutions statutaires, il y en a eu quand même un certain nombre, font qu'aujourd'hui le statut est quand même intéressant à mon sens. Il faut que ça puisse encore évoluer peut-être, parce qu'il y a de vraies compétences. Suite au remaniement, Éric Dupond-Moretti est devenu le nouveau ministre, le nouveau garde des Sceaux et ministre de la Justice, une nomination qui ne passe pas inaperçue et qui a fait polémique aussi. Avec ce nouveau ministre, soit ça passe, soit ça casse. Autrement dit, soit les magistrats le suivent, et soit ils ne le suivent pas, comme c'était le cas un peu avec Nicole Belloubet. Que pensez-vous du nouveau ministre de la Justice et surtout qu'attendez-vous de lui au niveau de l'administration pénitentiaire? Bon, sur M. Dupond-Moretti, donc qui est le nouveau garde des Sceaux, effectivement, je trouve ce type de profil extrêmement intéressant parce que il est hors cadre, et je trouve que la modernisation passe peut-être aussi par des personnes, par ce genre de parcours, par ce genre de profil complètement novateur. Pour le reste, je pense que je trouve extrêmement limite qu'on puisse dénoncer un ministre, un garde des Sceaux ou tout autre ministre dès lors qu'il n'a pas fait ses preuves de par son parcours.
Je trouve ça extrêmement gênant. Il faut aussi pouvoir le laisser exercer, hein, enfin, tout simplement. Il porte des valeurs, c'est un homme de conviction. Donc il faut laisser, à mon sens, le nouveau garde des Sceaux déployer sa politique. Dans une interview libre en janvier dernier, vous aviez dit vouloir moderniser la prison de Villeneuve. Alors, question très simple, comment comptez-vous la moderniser? Quels sont vos projets? D'accord, vous êtes très bien renseigné. La modernisation, alors, elle n'est pas, alors je veux le dire, elle n'est pas verticale. C'est pas Madame Anani qui va. Je veux que cette modernisation, qu'il y ait une effervescence, je l'appellerais comme ça, une effervescence des personnels, des agents qui vont être tous mis autour d'une grande table, voilà, tout corps, tout grade confondu, et je veux qu'ils me disent à un moment donné comment ils voient la prise en charge de la population pénale. Voilà, on a des missions, quels sont les constats qu'ils font et comment ils souhaitent qu'on modernise cette prise en charge. Donc c'est vraiment du brainstorming, c'est complètement ouvert. Dans le même temps, je souhaite qu'ils me parlent de leur métier. Dès lors qu'on parle de la prise en charge de la population pénale, on a forcément le lien métier et comment doit évoluer le métier, quel constat on pose là aussi et comment doit-on faire évoluer. Donc c'est une dimension projet extrêmement importante qui va effectivement voir jour dès la semaine prochaine, parce que la première réunion se met en place la semaine prochaine et qui a vocation effectivement sur un mode extrêmement participatif, faire émerger la substantifique moelle de la modernisation de cet établissement sur les deux aspects que je vous ai indiqués, à la fois optimisation de la prise en charge de la population pénale et modernisation des métiers. Vous avez récemment été décoré de l'Ordre national du mérite par le nouveau ministre de la Justice. Félicitations. Merci à vous. Qu'avez-vous ressenti quand on vous l'a annoncé et quand Éric Dupond-Moretti vous a donné cette distinction-là? Extrêmement honoré. Vraiment extrêmement honoré parce que c'est une forme de reconnaissance sociale forte. Mais je suis une travailleuse de l'ombre. Extrêmement reconnaissante, mais je n'oublie pas ce que je souhaite voir mettre en place. Et ma première satisfaction, ma première gratification, c'est de voir des projets aboutir en fait. Et vraiment, c'est ça le moteur qui me fait avancer et qui vraiment me dit que je ne me suis pas trompée de métier. Merci beaucoup Franca Anani d'avoir répondu Merci à mes beaucoup. nombreuses questions. Merci de m'avoir accueilli ici dans votre centre pénitentiaire. Merci. Parfait, merci à vous. Et c'est déjà la fin de ce nouveau numéro du Mac de l'Hérault. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.